Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin Dépression. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de monde, la dépendance affective. On va voir qu'elle est parfois confondue avec l'hypersensibilité, qu'elle concerne bien entendu les hypersensibles et des personnes qui ne le sont pas. Et puis on va voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière cette dépendance affective. Déjà, ce qu'il faut voir en tout premier lieu, c'est que parfois on reproche aux personnes hypersensibles d'être trop, c'est-à-dire leur façon d'être, leur fonctionnement. On leur reproche d'être trop, d'exagérer, de se mettre parfois dans des états émotionnels forts. Et par rapport à ça, c'est vrai que ça vient parfois créer une confusion entre l'hypersensibilité et le fait d'être dépendant affectif. Or, le fait de vivre les émotions de façon intense, c'est une seule petite partie de l'hypersensibilité, de ressentir les émotions de façon forte. Il y en a bien d'autres, comme par exemple l'hyperesthésie, le fait d'avoir de l'hypersensibilité au niveau des sens. Mais la dépendance affective, c'est finalement tout à fait autre chose. La dépendance affective, c'est plus une construction psychologique. C'est en fait le fait de chercher dans les autres, dans d'autres personnes, l'amour, la reconnaissance, la sécurité, qu'on n'arrive pas à trouver soi-même en soi. C'est comme une espèce de vide qu'on a à l'intérieur et qu'on essaie de combler par les autres et l'amour des autres. Donc on voit que ça n'a pas forcément rapport avec la sensibilité et l'émotivité, encore que, parce que ça peut provoquer des réactions, mais c'est plus en lien avec les blessures qu'on peut éventuellement avoir. Ça veut dire en clair qu'on peut tout à fait être hypersensible mais ne pas être dépendant affectif. C'est pas forcément bien sûr lié. C'est ça qu'il faut bien comprendre avec la dépendance affective, c'est que bien souvent ça cache des blessures et des peurs de ne pas être aimé, la peur parfois d'être rejeté, abandonné, trahi. Peu importe après la peur, mais voilà, ça part en tout cas de blessures et de peurs que l'on ressent au fond de soi. Et c'est vrai que c'est logique quand on n'a pas une très bonne estime de soi, qu'on doute de sa valeur, qu'on pense qu'on doit toujours en faire davantage pour pouvoir être aimé. Ça nous place quand même dans des situations où on peut se retrouver à accepter des choses qu'on ne devrait pas accepter et à se mettre dans des positions un petit peu inconfortables avec des gens qui ne nous respectent pas toujours. Mais c'est vrai qu'en tant qu'hypersensible, souvent, et c'est pour ça qu'on peut être concerné par la dépendance affective, comme on ressent notre environnement, les émotions des autres, ce qu'ils expriment, etc., l'atmosphère d'une pièce, qu'on a une bonne intuition, on aurait parfois tendance à s'effacer et à s'adapter à l'autre, voire à se suradapter. Et ça, évidemment, dans une relation, ça crée de fait une relation totalement déséquilibrée. Et ça peut être destructeur parce qu'on finit par totalement s'oublier par rapport à l'autre. Et le problème de ça, c'est que du coup, on en vient, comme je le disais tout à l'heure, à accepter ce qu'on ne devrait pas accepter. On a des paroles, des actes qui peuvent être prononcés ou faits par l'autre personne qui viennent résonner en nous par rapport à ce qu'on pense de nous, par rapport aux fausses croyances qu'on peut avoir sur nous, par rapport à une mauvaise image qu'on peut avoir de nous, et qui viennent du coup en quelque sorte confirmer ce qu'on pense déjà de nous, et le négatif qu'on pense de nous. Et souvent la fausse croyance quand on est dépendant affectif, c'est qu'on ne mérite pas d'être aimé tel qu'on est. Et ça c'est évidemment une fausse croyance parce que on mérite d'être aimé comme on est évidemment. Mais quand on est dépendant affectif, on a cette impression-là qu'il faut en faire toujours plus pour pouvoir être aimé, que donc de soi-même en étant normal, on ne mérite pas d'être aimé. Le truc c'est que bien souvent tout ça c'est totalement inconscient, on n'en a pas forcément conscience, on s'en rend compte parfois parce qu'on a tendance à reproduire les mêmes schémas, à se retrouver dans ce type de relation, à se retrouver à toujours s'adapter, se suradapter ou s'oublier. Donc effectivement, à ce moment-là, on peut prendre conscience qu'il y a un problème, mais ça peut être quelque chose qui est plus fort que nous, plus fort que la personne qui le vit. Voilà, il y a un côté un petit peu incontrôlable. Donc si vous sentez que vous répétez toujours les mêmes schémas, que ça vous dépasse un petit peu, que vous n'arrivez pas à gérer ce genre de phénomène, que ça crée en vous de la souffrance, de la jalousie, des choses comme ça, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel, un thérapeute, voire un psychologue pour vous accompagner sur cette démarche-là, essayer du coup petit à petit de guérir d'éventuellement de blessures, en tout cas d'essayer de vous en libérer petit à petit. Je dis petit à petit parce que bien entendu c'est des processus qui prennent du temps. Ne croyez pas à les promesses de méthodes miracles et de choses qui en une séance vont vous libérer. Ça ne fonctionne pas comme ça, il faut du temps pour chaque travail sur soi. Dans l'article que vous allez retrouver en description de la vidéo, je parle donc de la dépendance affective et je parle de la différence avec le syndrome du sauveur. Dans l'article, donc du coup, je mets un petit schéma du fameux triangle de Karpman que vous connaissez peut-être. C'est ce qu'on appelle aussi triangle dramatique. C'est un triangle en fait avec trois positions dans une relation qui est une relation du coup de fait déséquilibrée. Il y a donc une position de persécuteur, une position de sauveur, qu'on adopte quand on a le syndrome du sauveur. Et puis on a une position de victime qui là du coup correspond davantage à la dépendance affective. Quelqu'un qui est dépendant affectif, il a en quelque sorte cette position de victime, entre guillemets. Et donc il a ce besoin dans les autres de sentir de l'amour, de la sécurité, parce que lui-même il a du mal à s'en donner, donc il a besoin des autres, d'un éventuel sauveur du coup, ou d'un persécuteur malheureusement, pour retrouver un petit peu plus d'amour, etc. Donc il a besoin des autres. Alors que quelqu'un qui est dans la position du sauveur, qui a même ce syndrome du sauveur, lui c'est l'inverse, c'est-à-dire il a ce besoin indispensable de sauver et de guérir pour se sentir bien et se sentir totalement accompli. Et dans ça, du coup, vous voyez, dans ce type de relation un petit peu déséquilibrées, comme l'un vient nourrir l'autre finalement, et comme ça crée de fait des relations qui sont totalement déséquilibrées et qui ne peuvent pas épanouir qui que ce soit, puisque chacun va se conforter dans son rôle et dans cette position. Moi, je vois un signe assez évident, c'est une peur quasi constante de ce que vous faites, de ce que vous dites,
voilà, d'avoir peur de dire ce que vous allez dire ou de faire ce que vous allez faire parce que vous avez peur que ça ait un impact sur la relation. Vous avez peur que quoi que ce soit que vous fassiez ou que vous disiez, ça va forcément décevoir l'autre, ça va forcément avoir pour effet de le perdre, que la relation se termine, etc. C'est quand même un signe assez clair qu'à la fois vous n'avez pas trop confiance en vous, que vous n'avez pas une estime de vous suffisante et que surtout vous êtes peut-être en dépendance affective. Bon, la dépendance affective, c'est aussi avoir une forte angoisse dès que vous percevez un léger signe d'éloignement, quelqu'un qui répond un peu plus tard que d'habitude à un texto, qui ne répond pas à un appel parce qu'à ce moment-là il est occupé. Hein, donc ça peut être aussi le moindre petit signal qui déclenche en vous une réaction émotionnelle disproportionnée et qui vous donne l'impression que on vous abandonne ou en tout cas on vous quitte, on vous a trahi, etc. Et puis j'en ai parlé tout à l'heure, un des signes évidents de la dépendance affective, c'est que vous finissez par totalement vous effacer vos besoins, vous effacez totalement vous en tant que personne pour combler les besoins de l'autre. Donc ça c'est un signe assez clair. En fait ce qu'il faut bien comprendre dans une relation quelle qu'elle soit, il ne faut pas s'imaginer que ça repose que sur soi et que parce que ça se passe mal, on est responsable de tout ce qui se passe mal. Dans une relation, quelle qu'elle soit, amicale, amoureuse, professionnelle, chacun est responsable de sa partie, de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, de ce qu'il dit, de ce qu'il ne dit pas. Et si une relation ne fonctionne pas, ce n'est pas forcément de la faute de quelqu'un en particulier, ça peut être la faute des deux et puis finalement de la faute de personne. On est responsable de ce qu'on fait nous, et parfois ce qu'on fait nous, parce qu'on évolue différemment, parce qu'on est différent, ça ne colle pas avec l'autre personne et c'est en fait normal. Et c'est vrai que quand on parle de dépendance affective, spontanément on passe aux relations de couple, aux relations amoureuses. Or, c'est un phénomène qu'on retrouve dans d'autres types de relations, les relations familiales, notamment avec un parent, un frère et soeur, etc. Mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve couramment, en tout cas pas couramment, mais fréquemment, disons, dans des relations amicales. Il peut exister du coup ce type de relation amicale totalement déséquilibrée, où une personne ressent ce besoin-là d'être aimée, reconnue, etc. parce qu'en elle-même, elle n'y arrive pas. Et puis une personne en face qui prend et qui endosse ce rôle de guérisseur, de sauveur, en essayant de la rassurer, mais ce truc-là, ça peut être parfois un petit peu destructeur. Ça peut créer du coup une relation déséquilibrée parce que le fonctionnement normal de la relation, c'est cette relation un petit peu dissymétrique, quoi. Elle est totalement asymétrique, pardon. Et donc effectivement, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré face à quelqu'un qui la rassure. Donc du coup, ça crée une relation en elle-même qui n'est pas saine, quoi, qui n'est pas équilibrée et qui ne peut pas fonctionner sur le long terme, puisqu'au bout d'un moment, l'un des deux va se lasser, notamment la personne qui sauve, va en avoir marre. Elle va peut-être basculer en persécuteur par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure sur le triangle dramatique. Voilà, donc il y a quelque chose là-dedans qui fait que ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Le truc avec ce genre de relation, c'est que quand on est dépendant affectif, ça peut vite se prolonger, parce que quand on est dans cette situation-là, souvent, comme je disais tout à l'heure, on manque d'estime de soi, on est persuadé que sa valeur n'est pas suffisante, et donc on veut à tout prix parfois garder le lien, même quand la relation n'est pas nourrissante et n'est pas épanouissante, mais on veut à tout prix garder le lien pour que cette relation continue et pas se retrouver dans la situation de ce qu'on craint le plus, c'est-à-dire la peur d'être rejeté ou abandonné ou simplement la peur de se retrouver seul. Et donc cette relation-là, elle finit par se prolonger parce que quand on est dépendant affectif, qu'on a tendance à tout accepter, par définition, on apprend moins à mettre ses limites, à dire non. Et donc on parvient moins à arrêter, à dire stop à ce qui ne nous convient pas, à ce qu'on ne peut pas accepter. Et donc c'est ce qui fait que les relations qui sont pas saines et toxiques parfois se prolongent. Donc vous l'avez compris, pour essayer de commencer à sortir de la dépendance affective, ça va être un processus qui va prendre du temps forcément. Et puis ça va demander à revenir à soi, à qui on est, à essayer un petit peu de mieux se connaître. Ça va demander sans doute à entreprendre, comme je disais tout à l'heure, une démarche pour guérir, via un thérapeute ou une psychologue. Et puis ça va demander de toute façon dans ce travail-là à essayer de cesser de chercher dans les autres la valeur qu'on est censé se donner à soi-même. Et puis ça va passer par l'idée de toute façon d'accepter que tout le monde ne nous aime pas, ce qui est tout à fait normal et tout à fait sain. Et puis ça va passer par l'idée aussi que être soi, comme on est, avec ses qualités, ses défauts, est suffisant. On a suffisamment de valeur en nous-mêmes pour pouvoir être aimé par d'autres personnes. Voilà. Ça va être ce long travail de retrouver une certaine estime de soi, une bonne image de soi-même, pour se dire, en fait, qui je suis, c'est suffisant pour être aimé par quelqu'un d'autre et je mérite d'avoir une relation, quelle qu'elle soit, une relation qui soit saine et équilibrée, dans laquelle je puisse être épanoui et que je n'ai pas besoin, dans cette relation-là, d'effacer mes propres besoins. Donc ce travail-là, d'essayer de guérir de sa dépendance affective, donc qui prend évidemment du temps, ça va passer par le fait aussi d'accepter d'être seul, ce qui est souvent pose problème quand on vit ce genre de phénomène. Donc c'est ce besoin d'accepter effectivement des moments où on est seul, d'accepter cette solitude-là. Parce que la solitude, c'est ce qui permet l'introspection, de se retrouver avec soi-même, de faire des activités qu'on aime, d'apprendre du coup petit à petit à mieux se connaître, d'apprendre petit à petit à retrouver une valeur, une estime de soi un petit peu suffisante, de se nourrir soi-même. C'est à partir du moment où on a retrouvé un petit peu son estime de soi, sa valeur, qu'on a pris conscience qu'on méritait simplement d'être respecté pour qui on est.
qu'on peut commencer à nouer des relations un peu plus saines. Et en réalité, c'est quelque chose de plutôt logique. Hein. Si vous, dans votre fonctionnement, vous avez tendance à être généreux, attentif aux autres, bienveillant, etc., dans une relation, vous êtes en droit d'attendre de la personne qu'elle ait des qualités similaires à ce que vous apportez. Voilà. Pas de dire effectivement tu dois faire comme moi, hein, parce qu'il ne s'agit pas de ça, mais de se dire effectivement je mérite d'être dans une relation amicale, amoureuse, familiale, dans laquelle la personne en face de moi soit respectueuse de ce que je fais, et puis me donne aussi et m'apporte aussi des choses. En fait, c'est simplement se dire on mérite d'avoir des relations qui sont à la hauteur de ce qu'on donne. Pas pour dire à la personne il faut que tu me donnes autant, qu'est-ce que ce truc, mais si effectivement en face vous êtes face à quelqu'un qui ne vous apporte rien et qui vous êtes dans une relation qui est absolument pas nourrissante, et du coup petit à petit cette personne-là elle va sans doute sortir de votre vie de façon un petit peu naturelle pour laisser la place justement, comme je l'ai dit, à des personnes qui vont vous apporter des choses qui seront intéressantes, stimulantes, etc. En fait, sortir de la dépendance affective, c'est ça, hein, c'est passer du besoin d'être aimé, du besoin de ne plus être seul, du besoin de ne pas être rejeté, de ne pas être abandonné, à l'envie de construire quelque chose avec quelqu'un, quel que soit bien sûr le type de relation. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo sur la dépendance affective vous aura plu. Si c'est le cas, justement, n'hésitez pas à laisser un j'aime à la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir les vidéos suivantes et activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider des personnes. Merci et bonne journée.